Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez complexe, la maladie du sommeil. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur un document du docteur Balamine, un cours pour des étudiants en pharmacie, qui détaille bien les causes et l'épidémiologie des trypanosomoses. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer un peu cette source académique pour comprendre les bases de ces maladies parasitaires. Le document, d'ailleurs, il commence par distinguer deux choses, la trypanosomose humaine africaine et celle américaine. Tout à fait. On va se concentrer aujourd'hui sur la forme africaine, celle qu'on appelle communément la maladie du sommeil. Alors, par où on attaque? Mais commençons peut-être par l'agent pathogène lui-même. Oui, bonne idée. Alors, la trypanosomose humaine africaine, c'est une zoonose, donc transmise de l'animal à l'humain. Elle est causée par un protozoaire, un organisme unicellulaire, qui s'appelle Trypanosoma brucei. Et il est flagellé, c'est ça? Oui, Il a une sorte de petite queue pour bouger. c'est exactement ça, un flagelle. Et il est transmis par la piqûre d'une mouche, la glossine. La fameuse mouche tsetse. La fameuse mouche tsetse, oui. Le document insiste sur le fait que ce parasite, Trypanosoma brucei, est extracellulaire. Qu'est-ce que ça implique concrètement qu'il vive en dehors de nos cellules? Ah, c'est un point clé. Ça veut dire qu'il circule dans le sang, dans la lymphe et plus tardivement dans le liquide céphalorachidien. Mais il ne se cache pas à l'intérieur des cellules. D'accord. Et ça a des conséquences sur la façon dont notre système immunitaire le voit et aussi sur l'action des médicaments. Le docteur Bellamine le décrit comme ayant une forme assez allongée, très mobile, Oui? grâce à une membrane ondulante et son flagelle. Et il fait entre 20 et 30 micromètres. C'est petit, mais pas minuscule à l'échelle cellulaire. Je vois. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a deux sous-espèces de ce parasite. Elles se ressemblent beaucoup, mais elles ne provoquent pas du tout la même maladie. Absolument. C'est une distinction capitale. Vous avez Trypanosoma brucei gambiancé, qu'on trouve surtout en Afrique de l'Ouest et centrale. Lui, il cause une forme chronique. Chronique, c'est-à-dire lente. Très lente, oui. La maladie peut évoluer sur des mois, voire des années, avec des symptômes qui apparaissent progressivement. Et puis, à l'inverse, vous avez Trypanosoma brucei rhodésien. Lui, c'est Afrique de l'Est. C'est exactement, Afrique de l'Est. Et là, on est sur une forme aiguë. La maladie progresse très vite, parfois en quelques semaines ou mois seulement, et elle est souvent beaucoup plus sévère, voire fulgurante. D'accord. Une progression lente contre une fulgurante. C'est crucial pour le patient, bien sûr, mais en quoi c'est si important d'un point de vue épidémiologique, cette différence? Ça change complètement l'approche de santé publique. Pour la forme lente, Gambiancé, il faut organiser des dépistages actifs, aller chercher les gens dans les villages, parce que beaucoup sont infectés sans le savoir pendant longtemps. Ils sont porteurs sans symptômes visibles au début. Voilà. Alors que pour la forme aiguë rhodésienne, les signes sont plus rapides, plus bruyants, mais ça demande une prise en charge médicale urgente quasi immédiate. Donc, les stratégies de contrôle, de diagnostic, de traitement, tout doit être adapté. C'est logique. Fascinant. Et un peu inquiétant aussi. Parlons un peu du vecteur maintenant, la mouche tsetse. Qu'est-ce que la source nous dit sur elle? Alors, la glossine est décrite comme un insecte diptère, donc de la famille des mouches, mais de grande taille, entre 6 et 12 millimètres. C'est pas petit pour une mouche. Non. Et un point très important, les deux sexes sont hématophages. Attendez, le mâle et la femelle piquent pour se nourrir de sang. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est pas comme les moustiques où seule la femelle pique pour ses œufs. Exactement. Ici, mâle et femelle se nourrissent de sang et donc les deux peuvent transmettre le parasite. Ça double potentiellement le risque en quelque sorte. D'accord, ça c'est un détail important. Et puis autre chose, les différentes espèces de glossines ont des habitats bien spécifiques. Certaines aiment les forêts denses et humides, d'autres les bords de rivières, certaines préfèrent les savanes boisées. Et ça explique pourquoi la maladie n'est pas partout en Afrique. Précisément, ça explique la distribution géographique très particulière de la maladie du sommeil, limitée aux zones où vivent ces mouches spécifiques et où les conditions permettent aussi aux parasites de s'y développer. Bien compris. Bon, si on essaye de résumer rapidement ce qu'on a vu, grâce à ces notes. Oui, On a donc les trypanosomoses, des maladies parasitaires, la forme africaine, la maladie du sommeil, est causée par Trypanosoma brucei, un parasite qui reste hors des cellules. c'est ça. Il y a deux versions, Gambiense, évolution lente, Afrique de l'Ouest et centrale, et Rhodiense, évolution rapide, Afrique de l'Est. Parfaitement résumé. Et tout ça est transmis par la mouche tsetse, mâle ou femelle, dont les habitudes écologiques déterminent les zones à risque.
Voilà. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment ces trois éléments, la biologie fine du parasite avec ses variantes, l'écologie du vecteur avec ses habitats et l'environnement s'imbriquent pour créer des situations épidémiologiques très différentes d'une région à l'autre de l'Afrique. Et ça ouvre une réflexion, j'imagine. Oui, une question qui va au-delà de notre discussion, mais qui en découle directement. Comment est-ce que ces interactions très spécifiques, très fines, entre le parasite, son vecteur et le milieu, peuvent être affectées par les changements, par exemple climatiques ou environnementaux? Ah oui? Et surtout, comment utiliser cette compréhension détaillée pour, peut-être un jour, réussir à contrôler durablement cette maladie? C'est un énorme défi pour la recherche et pour les acteurs sur le terrain. Alors aujourd'hui, on va regarder de près un parasite un peu particulier, celui qui cause la maladie du sommeil. Oui, la trypanosomniose humaine africaine. Un nom un peu barbare, mais la maladie est redoutable. Exactement, on s'appuie sur un extrait scientifique là qui détaille son cycle de vie, comment il se transmet. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment il survit et se propage. Allons-y. Oui, et c'est passionnant parce que c'est un parasite qui a besoin de deux hôtes différents pour boucler son cycle. Deux hôtes. Oui. D'abord l'insecte vecteur, la fameuse mouche tsetse, la glossine, Ah oui? et puis l'hôte humain. C'est tout un voyage, en fait. D'accord. Commençons par l'insecte alors. La glossine, elle pique une personne qui est déjà infectée, elle aspire le parasite, et après, qu'est-ce qui se passe dans la mouche? Bah, là, ça prend du temps, hein. Entre 15 jours et un mois, à peu près. Ah oui, quand même. Oui, donc les parasites qu'elle a aspirés, les trypomastigotes, ils vont d'abord dans l'intestin de la mouche. D'accord. Là, ils changent de forme. Ils deviennent procycliques. C'est une forme qui va se multiplier, beaucoup même, par division binaire, tout simplement. Division binaire, il se coupe en deux, quoi. C'est ça. Mais attention, à ce stade, il n'est pas encore infectieux pour l'humain. Ok, donc multiplication dans l'intestin, mais pas encore d'enjeu pour nous. Et ensuite, il bouge. Exactement. Ensuite, ces formes procycliques, elles migrent. Elles vont vers les glandes salivaires de la mouche. Les glandes salivaires, logique, pour la transmission future. Tout à fait. Et là, nouvelle transformation. Ils deviennent des épimastigotes, une forme qui peut s'accrocher aux parois des glandes. D'accord, il s'installe. Voilà. Et puis, dernière étape dans la mouche, ils se transforment encore une fois, et là, ils deviennent des trypomastigotes métacycliques. Métacyclique. Et Hmm. ça, c'est la forme. C'est la forme infectieuse, celle qui est prête à être injectée quand la mouche piquera à nouveau. C'est dingue, c'est une sacrée série de métamorphoses quand même, hein. Pourquoi toute cette complexité, changer de forme comme ça? C'est probablement une stratégie d'adaptation, hein. Chaque forme est sans doute optimisée pour l'environnement spécifique où elle se trouve dans la mouche. L'intestin, puis les glandes. C'est ça. Ça maximise ses chances de survie et ça garantit qu'il est au bon endroit, sous la bonne forme, au bon moment pour être transmis. C'est assez malin comme système. Fascinant, oui. Bon, et alors, cette forme métacyclique, une fois qu'elle est dans la salive de la mouche pique une personne saine. Qu'est-ce qui se passe chez l'humain? Là, ça devient sérieux, j'imagine. Exactement. C'est là que la maladie commence vraiment. Les trypomastigotes métacycliques sont injectés dans le sang. Et là, ils font quoi? Ils recommencent à se multiplier activement. Dans le sang, dans la lymphe aussi. Ils circulent partout. Mhm. Mais le point vraiment critique, et la source insiste là-dessus, c'est leur capacité à traverser la barrière qui protège le cerveau. La barrière hémato-encéphalique, celle qui filtre ce qui entre dans le cerveau? Précisément. Et une fois qu'ils ont franchi cette barrière, ils se retrouvent dans le liquide céphalorachidien. Le liquide autour du cerveau et de la moelle épinière? Oui. Et c'est cette invasion du système nerveux central qui cause les symptômes neurologiques graves. Les troubles du sommeil, les changements de comportement, tout ça. La phase tardive de la maladie. Ah, d'accord. Je comprends mieux le lien direct là. Donc, la piqûre de la glossine, c'est clairement la voie principale de transmission. Mais l'extrait parlait d'autres modes, moins courants peut-être. Oui, la transmission vectorielle par la mouche, c'est de loin le plus fréquent. Mais la source liste d'autres possibilités, effectivement. Comme quoi, par exemple? Alors, il y a la transmission dite verticale, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Ah, d'accord. Il y a aussi les accidents de laboratoire, un risque pour les chercheurs qui manipulent le parasite. Logique. Et puis, les transfusions sanguines, les transplantations d'organes, si le donneur est infecté, évidemment. Bien sûr. Et il y avait aussi une histoire de transmission sexuelle. Un cas unique, c'est ça? C'est ça. La source dit bien un cas a été décrit.
Donc c'est très très rare. Exceptionnel même. D'accord. Mais ça montre que, voilà, même si la mouche est le vecteur principal, le parasite peut potentiellement emprunter d'autres chemins. Et même si c'est rare, connaître ces autres voies, ça doit être important pour la prévention, pour les banques de sang, le suivi des femmes enceintes. Ah bah oui, absolument. Pour la sécurité transfusionnelle, pour le dépistage prénatal dans les zones où la maladie sévit, ou même pour les protocoles en laboratoire, c'est essentiel de savoir ça. Donc, pour résumer un peu, on a un parasite avec un cycle de vie hyper sophistiqué. Il jongle entre la mouche et l'humain, C'est ça. avec des transformations clés chez l'insecte et puis cette capacité à envahir notre système nerveux. Transmission surtout par piqûre, mais quelques autres portes d'entrée possibles. Tout à fait. C'est une belle vue d'ensemble que nous donne la source. Oui, c'est assez clair maintenant. Et tu vois, cette description très précise, notamment des étapes chez la glossine, ça ouvre une réflexion, je trouve. Ah oui, laquelle? Si on comprend vraiment, vraiment dans le détail, au niveau moléculaire, comment chaque transformation se passe chez la mouche, Mhm. est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des stratégies pour bloquer une de ces étapes, très spécifiquement? Cibler le parasite dans la mouche avant qu'il ne devienne dangereux pour nous. Exactement. Interrompre le cycle de transmission à la source, en quelque sorte chez le vecteur lui-même. C'est une piste, hein, une perspective intéressante que cette connaissance fine nous offre. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents qui traitent d'une maladie au nom un peu tristement célèbre, la Trypanosoma avium humaine africaine. Oui, qu'on appelle aussi plus communément la maladie du sommeil. Exactement. Et l'idée, c'est de décortiquer un peu l'essentiel. Où on la trouve, qui sont les réservoirs, et puis comment elle affecte l'organisme. On a des extraits d'un texte scientifique pour nous guider là-dessus. Mhm. Et on va voir qu'il y a principalement deux grandes formes de cette maladie, chacune avec sa zone géographique bien à elle. C'est ça, c'est une distinction clé dès le départ. Alors justement, cette géographie, les sources sont assez claires là-dessus. D'un côté, on a Trypanosoma brucei-gambiens, ça c'est Afrique de l'Ouest et centrale. Oui, qui transmet la maladie, la fameuse mouche tsetse, ou glossine, c'est le terme scientifique. La glossine, oui. Et elle-même, elle dépend de conditions très précises, la végétation, la température, l'humidité. D'accord. Donc un écosystème particulier pour chaque forme, en quelque sorte. Voilà. Et cette différence de lieu, elle est directement liée à un autre point crucial que soulèvent les documents. La notion de réservoir du parasite. C'est fondamental pour comprendre comment la maladie se maintient. Le réservoir, c'est-à-dire où le parasite attend. C'est un peu ça, oui. Pour la forme gambiens, donc celle de l'ouest et du centre, le réservoir principal, c'est l'humain. Ah oui, l'humain avant tout. Oui. Les animaux peuvent être infectés, mais ils jouent un rôle plutôt secondaire dans la transmission, d'après ce qu'on lit. Donc pour cette forme-là, si je suis bien, l'effort doit surtout porter sur la transmission entre humains. C'est une grosse partie de l'équation, oui. Mais attention, pour l'autre forme, la rhodiosène. Celle de l'Est et du Sud. Exactement. Là, la situation est inversée et beaucoup plus complexe en fait. Les réservoirs principaux, ce sont les animaux. Quels animaux? Les herbivores sauvages, comme les antilopes par exemple, mais aussi, et c'est important, le bétail domestique, les bovins notamment. D'accord. Et l'humain, dans ce cas? L'humain est plutôt un hôte accidentel, un réservoir secondaire. Et ça, ça change tout pour les stratégies de contrôle. Ah oui, j'imagine. Parce que même si on traite les gens, Voilà. même si on arrivait à traiter tous les humains infectés, le parasite continuerait de circuler tranquillement dans la faune sauvage et domestique. Ça rend l'élimination locale beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est une différence énorme en termes de défis pour la santé publique, effectivement. Bon, alors, maintenant, imaginons. Une personne se fait piquer par une mouche tissée, infectée. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les textes décrivent un processus en 2 étapes, c'est ça? C'est ça. 2 grands stades. Le premier, c'est le stade dit hémolymphatique. Hémolymphatique. Sang et lymphe, j'imagine? Exactement. Ça commence environ 1 à 3 semaines après la piqûre infectante. Les parasites, les trypanosomes, ils envahissent d'abord le sang et le système lymphatique. Et il reste là? Non, ils s'y multiplient activement. C'est une phase d'invasion et de prolifération. C'est important pour la maladie chez la personne, bien sûr, Oui. mais c'est aussi crucial pour la transmission. C'est pendant cette phase où le parasite est dans le sang que la personne peut elle-même infecter d'autres mouches tsetse qui viendraient la piquer. Le cycle continue. D'accord, je vois. C'est la phase où on est contagieux pour la mouche en quelque sorte.
Voilà. Et après cette première phase, si la maladie n'est pas traitée, vient la seconde étape. La phase méningo-encéphalytique, c'est le terme utilisé. Ça fait penser au cerveau, ça. Méninge encéphale. Très très sélectif. Un garde du corps qui protège notre système nerveux central des intrus présents dans le sang. Mais là, le garde du corps se fait déborder. C'est ça. Ces parasites ont développé des mécanismes pour la traverser. Et une fois de l'autre côté, ils envahissent le liquide céphalorachidien, puis le cerveau lui-même. Et c'est là que les problèmes neurologiques commencent. Précisément. C'est cette invasion du système nerveux qui provoque tous les troubles neurologiques graves qu'on associe à la maladie du sommeil. Et c'est là qu'intervient ce symptôme si connu, la somnolence chronique. Les documents disent que c'est observé chez 80% des patients en stade avancé. Pour la forme gambiésène, c'est énorme. Oui, cette perturbation très marquée du cycle veille-sommeil est très fréquente, surtout avec TB gambiens, d'où le nom populaire de la maladie. Mais attention, les symptômes neurologiques sont en fait très variés. Ah oui, comme quoi par exemple? On peut avoir de la confusion, des troubles de la coordination des mouvements, des changements de comportement, de personnalité même, des troubles sensoriels. C'est vraiment une atteinte globale. C'est terrible. Et il faut insister sur un point, je crois, la gravité. Les sources sont très claires. Sans traitement, l'issue c'est... C'est le coma puis la mort, systématiquement. Il n'y a pas d'échappatoire sans traitement une fois la phase neurologique installée. L'issue fatale est certaine. Et est-ce que ça va vite? Est-ce que ça varie? Ça varie énormément. Et c'est une autre différence majeure entre les deux formes, gambiens et rhodiens. Ah, encore une distinction. Oui. Avec TB gambiens, l'évolution vers la phase neurologique puis vers la mort peut être très très lente. Ça peut s'étaler sur plusieurs années. Les textes mentionnent jusqu'à 3 ans, parfois. 3 ans? Ça laisse du temps pour le diagnostic, mais ça veut dire aussi que la personne peut être malade longtemps sans le savoir. Exactement. Ça laisse une fenêtre pour le diagnostic et le traitement, ce qui est une bonne chose, mais ça complique la surveillance épidémiologique, car la maladie peut rester discrète pendant longtemps. En revanche, Rhodiensiens, TB rhodesiense, c'est une autre histoire. Elle est beaucoup plus agressive, beaucoup plus virulente. Là, la maladie évolue très rapidement. La phase neurologique apparaît vite et la mort peut survenir en seulement quelques semaines ou quelques mois. c'est fulgurant comparé à l'autre forme. Rien à voir, oui. Et il y a un dernier point important aussi, que mentionnent les sources, c'est l'existence de porteurs asymptomatiques. Des gens infectés mais sans symptômes. C'est ça, des personnes qui ont le parasite, qui peuvent potentiellement le transmettre via les mouches, mais qui ne montrent aucun signe de maladie. Ça, évidemment, ça complique encore plus le dépistage et les efforts pour interrompre la transmission, surtout pour la forme gambiense qui est plus chronique. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a tiré de ces documents, on a donc une maladie, la trypanosomiase africaine. Causée par un parasite, le trypanosome, transmise par la mouche tsetse. Voilà. Elle existe sous 2 formes principales, gambiense à l'ouest et au centre, rhodiense à l'est et au sud. Avec des réservoirs différents, humain principal pour gambiense, animal pour rhodiense. Exactement. Et la maladie progresse en 2 stades. D'abord une phase dans le sang et la lymphe, Hémolymphatique. c'est ça. Puis une seconde phase où le parasite franchit la barrière protectrice du cerveau et envahit le système nerveux central, La phase méningo-encéphalytique. qui cause des symptômes neurologiques graves, dont cette fameuse somnolence, et qui mène inévitablement à la mort sans traitement. Et la vitesse de cette issue fatale dépend crucialement de la forme du parasite. Lente pour gambiense, rapide pour rhodiense. C'est une bonne synthèse, je pense. Oui, je crois qu'on a couvert les points essentiels des documents, et ça nous amène peut-être à une réflexion pour conclure, ou pour ouvrir, plutôt. Je vous écoute. Quand on voit toutes ces différences, réservoir, animal ou humain, maladie aiguë ou chronique, présence de porteurs sains, comment est-ce que tout ça, concrètement, ça influence les stratégies de surveillance et de lutte sur le terrain? On imagine bien que les défis ne sont pas du tout les mêmes, selon qu'on est, disons, au Congo face à Gambiense ou en Tanzanie face à Rhodiense. Ah oui, c'est une excellente question. Les approches doivent être radicalement différentes. C'est une piste de réflexion intéressante qui découle directement de notre analyse. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez sérieux, la trypanosomiase humaine africaine. On l'appelle plus souvent la maladie du sommeil. Oui, bonjour. Un nom qui peut sembler presque doux, mais la maladie, elle, est redoutable.
Exactement. On va s'appuyer sur des documents médicaux pour décortiquer un peu les symptômes, les différentes phases, et puis comment les médecins arrivent à la diagnostiquer. C'est ça, comprendre le parcours de l'infection depuis la piqûre de la mouche tsetse. Justement, cette piqûre, elle laisse parfois une marque, c'est soit le chancre d'inoculation. Oui, parfois, mais attention, il n'est pas toujours présent ou alors il passe inaperçu. Donc on ne peut pas se fier qu'à ça. D'accord. Et c'est particulièrement vrai pour la forme la plus fréquente, c'est ça, celle causée par Trypanosoma bruceigambiens. Tout à fait, c'est la forme qu'on trouve majoritairement en Afrique de l'Ouest et centrale. Et le piège, avec elle, c'est l'incubation. Ah oui, elle est longue? Extrêmement longue parfois. Ça peut être quelques semaines, mais aussi des mois, voire des années avant que les vrais symptômes n'apparaissent. C'est très insidieux. Des années incroyables. Et alors, quels sont les premiers signes d'alerte si on est de côté ce chancre? Souvent, c'est une fièvre intermittente qui va et vient, et surtout une fièvre qui résiste, Qui résiste, c'est-à-dire? qui ne répond ni aux antibiotiques classiques, ni au traitement contre le paludisme, qui est souvent le premier suspect dans ces régions. D'accord, ça c'est un indice important. Et à part la fièvre? On peut avoir des maux de tête, des mangeaisons assez fortes, et puis les ganglions qui gonflent. C'est ce qu'on appelle la lymphadénopathie. C'est assez typique de cette phase. Et d'autres signes? Oui, parfois le foie et la rate augmentent de volume, on parle d'hépatosplénomégalie, des œdèmes peuvent apparaître au niveau du visage, des membres, et même des troubles endocriniens comme l'arrêt des règles chez les femmes ou une baisse de la libido. Hmm. Donc ça c'est la première phase, quand le parasite est dans le sang et la lymphe. Exactement. C'est la phase dite lymphatico-sanguine. Le parasite circule, se multiplie, mais il n'a pas encore, disons, franchi la ligne rouge. La ligne rouge étant? Le système nerveux, voilà, le système nerveux central. Tant qu'il n'y est pas, on est dans cette première phase. Pour la forme gambiancée, elle peut vraiment traîner en longueur. Le malade est fatigué, affaibli, mais le diagnostic n'est pas évident. Et si on ne traite pas à ce stade? Alors là, inévitablement, le parasite finit par passer cette barrière hémato-encéphalique et envahir le cerveau et la moelle épinière. Et là, on entre dans la deuxième phase, la phase méningiocéphalique. C'est là qu'intervient le symptôme le plus célèbre, j'imagine. Cette histoire de sommeil complètement déréglé. Précisément, c'est le trouble le plus caractéristique, cette inversion du cycle veille-sommeil. Une somnolence terrible pendant la journée, impossible à contrôler, on peut s'endormir n'importe où, n'importe quand. Oui. Et la nuit, au contraire, c'est l'insomnie, l'agitation. Le sommeil n'est plus du tout réparateur. Ça doit être épuisant. Épuisant. Et ce n'est qu'une partie du tableau neurologique. Il y a aussi souvent des problèmes de tonus musculaire, soit trop faible, soit au contraire une rigidité. Des tremblements, des mouvements anormaux, involontaires. D'accord. Une démarche qui devient difficile, instable, c'est l'ataxie. Des problèmes pour parler aussi, l'articulation devient compliquée. Et sur le plan psychique, mental? C'est aussi très touché. Des troubles de l'attention, de la concentration, une apathie, un désintérêt pour tout. Parfois, à l'inverse, des phases d'agressivité, d'irritabilité, de la confusion mentale, et puis ça peut évoluer vers une véritable démence. La personnalité change profondément. C'est une dégradation progressive en fait. Oui, une dégradation lente et insidieuse pour la forme gambiance. Et s'ajoutent souvent des troubles endocriniens plus marqués qu'en première phase, et parfois des problèmes cardiaques, même s'ils sont généralement moins sévères que dans une autre maladie parasitaire, la maladie de Chagas. Et sans traitement, l'issue est fatale. Inéluctablement. Pour la gambiance, c'est une évolution chronique, lente, sur plusieurs années parfois, qui mène au coma et à la mort. C'est vraiment terrible cette lenteur. Mais il existe une autre forme, vous l'avez mentionné, causée par Trypanosoma brucei-rudiensen. Et là, c'est très différent. Ah oui, radicalement différent. La forme rhodiensen, qu'on trouve en Afrique de l'Est et australe, c'est l'opposé. C'est une forme aiguë, très agressive. Agressif comment? La progression vers la phase neurologique est extrêmement rapide, fulgurante même. On ne parle plus d'années, mais de semaines ou de quelques mois. Et l'issue? Souvent fatale, en moins de 6 mois après l'apparition des premiers symptômes, si elle n'est pas traitée très vite. Les symptômes sont globalement les mêmes que pour Gambiens, mais beaucoup plus intenses, et l'évolution est bien plus rapide. Les atteintes cardiaques, notamment, sont souvent plus précoces et plus graves. C'est une véritable urgence médicale alors. Absolument, une course contre la montre dès les premiers signes. Bon, face à ces deux tableaux, l'un lent, l'autre foudroyant, comment on fait le diagnostic? J'imagine que trouver le parasite, ce n'est pas toujours facile, surtout au début pour la forme Gambiens. Vous avez raison, c'est le grand défi. Idéalement, on veut faire un diagnostic direct, c'est-à-dire voir le parasite.
On va le chercher là où il est censé être, dans le sang, dans les liquides qu'on peut aspirer d'un ganglion gonflé, ou alors dans le liquide céphalorachidien, le LCR, si on suspecte déjà la phase neurologique. Et on le voit facilement? Eh bien non, justement. Surtout avec Gambiens, la quantité de parasites dans le sang, ce qu'on appelle la parasitémie, peut être très faible, fluctuante. Ils sont difficiles à attraper. Il joue à cache-cache? C'est un peu ça, oui. Du coup, il faut utiliser des techniques de concentration. On centrifuge le sang ou le LCR d'une manière spéciale. On peut utiliser des mini-colonnes de filtration. Tout ça pour essayer de rassembler les quelques parasites présents et augmenter les chances de les voir au microscope. Au microscope, d'accord. Oui, soit sur un frottis coloré, soit sur une goutte épaisse, soit même à l'état frais. Entre lame et lamelle, là, on peut les voir bouger. C'est assez caractéristique, leur mouvement. C'est la preuve absolue. Et si on ne les trouve pas, même après concentration, on fait quoi? Alors, on se tourne vers le diagnostic indirect. On ne cherche plus le parasite, mais les anticorps que le corps a produits contre lui. Ce sont les tests sérologiques. Comme les tests ELISA? Oui, ELISA ou l'immunofluorescence indirecte, IFI. Ça existe, mais sur le terrain, dans les zones d'endémie, l'outil qui a révolutionné le dépistage, c'est le CAT. Le CAT? Oui, Card Agglutination Test for Trypanosomasis. C'est un test d'agglutination sur une simple carte. Son énorme avantage, c'est qu'il est très rapide, genre 5 minutes. Ah oui, rapide. Et surtout, il ne demande pas d'équipement de laboratoire compliqué. Les équipes mobiles de dépistage peuvent l'utiliser directement dans les villages. C'est absolument crucial pour le dépistage de masse. Je comprends. Et une fois qu'on a un test positif, CAT ou autre, qu'est-ce qui est important? L'étape absolument essentielle, c'est de déterminer la phase de la maladie. Est-ce que le système nerveux est atteint ou pas? Pour ça, il n'y a qu'un moyen, l'analyse du liquide céphalorachidien, obtenu par ponction lombaire. La ponction lombaire, d'accord. On cherche deux choses dans le LCR, la présence de trypanosomes, qui signe l'atteinte neurologique, et aussi le nombre de globules blancs, les leucocytes. Une augmentation anormale est aussi un signe d'inflammation du système nerveux. Et savoir ça, ça change tout pour le traitement, j'imagine. Exactement, les traitements ne sont pas les mêmes. Et surtout, les médicaments pour la phase neurologique sont plus complexes à administrer et potentiellement plus toxiques. Donc ce diagnostic de phase est capital. Et il y a d'autres examens qui peuvent aider. Oui, on fait souvent une numération formule sanguine, une simple prise de sang. Elle peut montrer une anémie fréquente ou une augmentation des globules blancs. On peut aussi parfois voir des cellules un peu particulières, des plasmocytes modifiés qu'on appelle cellules de Mott. Et puis, il y a la PCR, la biologie moléculaire, qui peut détecter l'ADN du parasite. La PCR, elle est sensible? C'est très spécifique, mais pour Gambiensienne, la sensibilité peut être limitée dans le sang, toujours à cause de cette faible parasitémie dont on parlait. C'est plus utile pour rhodiensienne ou dans le LCR. D'accord. Donc si on résume, on a une maladie qui progresse en 2 temps, surtout pour la forme Gambiès. D'abord des signes généraux, puis l'atteinte neurologique avec ce fameux sommeil perturbé. La forme rhodésienne, elle, est beaucoup plus rapide et agressive. C'est ça. Et pour le diagnostic, on essaye de voir le parasite directement, parfois difficilement. Sinon, on utilise des tests comme le CATT, super important pour le dépistage. Et l'étape clé, c'est la ponction lombaire pour savoir si le cerveau est touché ou non. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et ce qui ressort, je pense, c'est vraiment cette difficulté du diagnostic précoce pour la forme Gambiès. Trouver le parasite tôt, avant qu'il n'atteigne le cerveau, c'est encore un vrai défi. Ce qui souligne l'importance de ces outils de dépistage de masse, comme le CATT finalement. Et ça pose la question, pour finir, comment faire encore mieux? Comment améliorer cette détection avant que le parasite ne franchisse cette barrière critique du système nerveux central, ce qui rend tout tellement plus compliqué? C'est une question qui reste ouverte pour la recherche et la santé publique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet médical assez pointu, le traitement et la prévention de la trypanosomiase humaine africaine. Oui, la maladie du sommeil, comme on l'appelle plus souvent. Exactement. On se base sur des extraits d'un document technique, traitement et prophylaxie de la trypanosomiase. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les stratégies actuelles. Mhm. Et ce qui frappe d'emblée, en fait, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de traiter. Ça dépend vraiment de l'avancement de la maladie. Oui, tout à fait. Ça dépend si le parasite est, disons, encore juste dans le sang et la lymphe, ou s'il a déjà atteint le système nerveux central. D'accord.
Et ça dépend aussi du type de parasite, c'est ça? Exactement, c'est vraiment le principe de base. Il faut adapter le traitement à la phase clinique, donc lymphatico-sanguine ou méningo-encéphalique, et aussi à l'agent pathogène lui-même. Les fameux Trypanosoma bruceigambiens rhodesiens. C'est ça. Le gambians, on le trouve surtout en Afrique de l'Ouest et centrale. Le rhodésien, lui, c'est plutôt l'Afrique de l'Est et australe. Et il ne se traite pas forcément pareil. Bon, alors prenons le gambians, le plus fréquent. Si on le détecte tôt, quand il est encore dans le sang, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour cette phase précoce du gambians, d'après notre source, le traitement de référence, c'est la pentamidine. Pentamidine, d'accord. Et ça se présente comment? C'est des comprimés Ah non, là, c'est un traitement par injection, soit intramusculaire, soit intraveineuse, IV quoi. Et ça dure environ 7 jours. Ok, une semaine d'injection, Hmm. c'est déjà pas rien. Mais alors, si malheureusement la maladie progresse, si le parasite passe la barrière du cerveau, Bah là, oui, ça devient nettement plus compliqué. La prise en charge est plus lourde. j'imagine. Quelles sont les options dans ce cas? Pour cette phase méningo-encéphalique du Gambiès, le document liste plusieurs possibilités. Il y a une combinaison, Nifurtimox qui est orale, avec de l'eflornithine en IV. D'accord, une association de médicaments. Ou alors l'eflornithine seule, mais toujours en IV pendant 2 semaines. Et il y a aussi une troisième option, un traitement plus ancien, le mélarsoprol, aussi en IV. Mais l'air soprol, ce nom me dit quelque chose. C'est pas un traitement un peu difficile? S'il a une réputation de toxicité, effectivement, on voit bien que passer à la phase cérébrale, ça implique des traitements beaucoup plus costauds, souvent en milieu hospitalier. Clairement. Passons à l'autre forme alors. Le Trypanosoma rhodesiens. Il paraît qu'il évolue plus vite, c'est ça? Oui, souvent, son évolution est plus rapide, plus aiguë. Pour la phase précoce, la phase lymphatico-sanguine, la source donne 2 choix. Lesquels? Soit la suramine en IV sur plusieurs semaines, Oui? ou alors la pentamidine, comme pour le Gambiens. D'accord. Et si on arrive à la phase tardive? La phase méningo-encéphalique, avec ce rhodesiens? Eh bien, c'est là que ça devient particulièrement préoccupant. Ah oui! Pourquoi? Moins de choix? Beaucoup moins. En fait, pour le stade avancé du rhodesiens, la source ne mentionne qu'un seul traitement possible, le mélarsoprol. Ah oui, celui dont on parlait. Le traitement potentiellement toxique. Exactement. Le mélarsoprol en IV pendant une dizaine de jours. Donc une seule option thérapeutique pour une phase très grave de la maladie et une option qui n'est pas sans risque. Ça montre bien les limites actuelles. Bon, ça souligne vraiment l'importance cruciale de la prévention pour éviter d'en arriver à ce stade-là. Justement, la prévention, qu'est-ce que le document en dit? Alors, sur la prophylaxie, la source décrit 2 grands axes. Le premier, c'est assez logique, il faut dépister les gens. Dépister et traiter ceux qui sont affectés. Voilà, pour casser la chaîne de transmission entre humains. C'est la base. Logique, oui. Mais j'imagine qu'il y a des freins, ça suffit pas. Bah non, ça suffit pas toujours. Le document pointe un gros problème, les réservoirs animaux. À des animaux qui portent le parasite. Oui, certains animaux sauvages ou domestiques peuvent être infectés, parfois sans être malades eux-mêmes, et ils servent de réservoir pour le parasite. Les mouches tsetse se piquent sur eux, puis piquent les humains. D'accord. Donc, traiter seulement les humains, ça limite, mais ça n'éradique pas le problème à la source? Exactement. C'est une limite importante de cette approche seule. Compris. Et le deuxième axe de prévention, alors, et il cible quoi? Le deuxième axe, c'est la lutte directe contre l'insecte vecteur, la mouche tsetse. Comment s'y prend? Et les méthodes classiques, c'est le piégeage des mouches, avec des pièges spécifiques, parfois à grande échelle, et aussi la protection individuelle, porter des vêtements couvrants, éventuellement imprégnés d'insecticides. Et ces méthodes de lutte contre la mouche, elles ont fait leurs preuves? Oui, la source rapporte que ces programmes de lutte antivectorielle sont été efficaces. Il y a eu des succès notables. Mais, il y a un mais, je sens. Oui, il y a un mais et il est de taille. Le document souligne que l'instabilité politique, les conflits dans beaucoup de régions où sévit la maladie, eh bien ça a mené à l'arrêt ou à l'abandon de ces programmes. Ah oui, c'est terrible. Des programmes qui marchaient, mais qui sont stoppés à cause du contexte. Tout à fait. Ça montre à quel point la santé publique est liée à la paix et à la stabilité d'une région. C'est un obstacle majeur. C'est clair. Bon, alors si on essaye de résumer rapidement. Le traitement de la maladie du sommeil, c'est vraiment du cas par cas. Oui, adapté au stade, adapté au type de parasite, avec des options qui se réduisent et se complexifient pour les phases avancées, surtout pour le rhodésiancier. Et la prévention, elle repose sur 2 jambes. Traiter les malades et combattre la mouche. C'est ça.
mais ses deux jambes sont un peu fragiles à cause des réservoirs animaux, d'un côté, et de l'impact de l'instabilité sur la lutte antivectorielle de l'autre. Ce qui nous laisse avec une réflexion, peut-être. Face à ces défis qui persistent, les animaux réservoirs, l'instabilité qui bloque les programmes, on peut se demander quelles pourraient être les pistes d'avenir, au-delà de ce qu'on fait déjà. Est-ce qu'il faut chercher de nouvelles stratégies, des innovations, peut-être des approches complémentaires pour espérer un jour vraiment maîtriser, voire éliminer cette maladie? C'est une excellente question. Le développement de nouveaux médicaments moins toxiques, de vaccins peut-être, ou des stratégies de lutte antivectorielle plus résilientes. Oui, ou intégrer la santé humaine et animale. Vaste programme. Une question qui reste ouverte, assurément. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une maladie dont on entend parfois parler, la maladie de Chagas. On l'appelle aussi trypanosomose humaine américaine. C'est ça, c'est une zoonose, donc une maladie qui vient des animaux à la base et qui est causée par un parasite. Un tout petit parasite, microscopique. On va décortiquer ensemble les infos clés qu'on a pu rassembler. Exactement. Alors, le coupable, c'est Trypanosoma cruzi. C'est un protozoaire, un organisme unicellulaire avec un flagelle. Une sorte de petite queue pour nager, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Il a été découvert, enfin identifié par Carlos Chagas en 1909 et on le trouve sur le continent américain, du sud des États-Unis jusqu'en Amérique du Sud. D'accord. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi ce parasite exactement, comment il se transmet et quel est son impact en fait. Oui, c'est important d'ailleurs qu'il y a eu une baisse assez nette du nombre de cas depuis les années 90. Mais attention, ça touche encore des millions de personnes et il y a toujours des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque année. Oui, c'est important de le souligner. La vigilance reste de mise. Bon, alors, par où on commence? Peut-être par le parasite lui-même, Trypanosoma cruzi? Oui, bonne idée. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il n'a pas une seule tête, si on peut dire. Il change de forme. Ah bon? Oui, il a 3 formes principales pour survivre dans différents environnements. D'abord, il y a l'amastygote. Lui, il est plutôt rond, immobile, et il se planque à l'intérieur de nos cellules. Carrément caché dans nos cellules. Malin. Et les autres? Ensuite, on trouve le trypomastygote. Celui-là est plus allongé, il est mobile grâce à son flagelle, et il circule dans le sang. Donc lui, il est à l'extérieur des cellules. C'est la forme qui voyage, en quelque sorte. Le voyageur, d'accord. Et enfin, il y a l'épimastygote. C'est une forme qui se multiplie, une forme de transition, qu'on trouve principalement dans l'intestin de l'insecte qui le transporte. Un vrai caméléon, ce parasite? C'est un peu ça. Ce polymorphisme, cette capacité à changer de forme, c'est vraiment une stratégie clé pour sa survie. Et justement, qui le transporte? Vous parliez d'un insecte. Exactement. Le transporteur principal, le vecteur, c'est une punaise. Une punaise qui pique et qui se nourrit de sang. On dit qu'elle est hématophage. Burk. Oui, elles font partie de la famille des réduvidés, et plus spécifiquement de la sous-famille des triatominés. Il y a plein d'espèces, mais les genres Triatoma, Rhodnus et Pinstrongulus, ce sont eux les plus importants pour la transmission à l'humain. Et elles vivent où, ces punaises? Près de nous? Souvent, oui, dans les fissures des murs, les toits de chaume des maisons précaires en zone rurale, mais aussi dans les nids d'animaux sauvages ou domestiques qui peuvent servir de réservoir aux parasites. Donc la punaise pique, et hop, elle injecte le parasite. Alors non. Et ça, c'est vraiment un point essentiel, souvent mal compris. La transmission ne se fait pas directement par la piqûre, par la salive. Ah bon? Comment ça alors? L'insecte pique pour prendre son repas de sang, oui. Mais c'est après ou pendant qu'il va faire ses besoins, qu'il va déféquer sur la peau de la personne. Et c'est dans ces déjections que se trouve le parasite, sous sa forme infectante, le trypomastygote métacyclique. Attendez, via les déjections, pas la piqûre elle-même. Mais ça change pas mal de choses sur la façon dont on peut l'attraper. Tout à fait. La piqûre, elle va surtout démanger et c'est le réflexe de grattage qui va aider le parasite à entrer. Ah d'accord, on se gratte et on fait pénétrer le parasite nous-mêmes en quelque sorte. Exactement. Soit par la petite plaie de la piqûre, soit si on porte les doigts souillés à la bouche ou aux yeux, le parasite peut aussi entrer par les muqueuses saines. C'est plus indirect, plus sournois. Et ce n'est pas tout, apparemment. Il n'y a pas que ces punaises. Non, malheureusement. Si la transmission par l'insecte, la transmission vectorielle, est la plus classique dans les zones où il vit, il y a d'autres voies de transmission qui sont devenues très importantes, voire majoritaires dans certaines régions. Comme quoi, par exemple? Eh bien, il y a la transmission verticale.
c'est-à-dire de la mère à son enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. C'est une préoccupation majeure, surtout dans les zones urbaines ou les pays où il n'y a pas ces punaises, comme en Europe ou en Amérique du Nord. D'accord. Et j'ai lu aussi qu'il y avait une transmission orale. Oui, ça peut arriver si on consomme des aliments ou des boissons contaminés par les déjections des punaises. Comment ça, des boissons? Mais imaginez des jus de fruits frais, par exemple, ou de la canne à sucre pressée. Si des insectes infectés ont été broyés avec les fruits ou si leurs déjections sont tombées dedans. Ça a causé des épidémies localisées. Plus rarement, ça peut être en mangeant de la viande crue ou pas assez cuite d'un animal sauvage infecté. Incroyable. Et il reste les transmissions par le sang. Oui, la transfusion sanguine était un gros problème. Heureusement, le dépistage systématique des donneurs de sang a beaucoup réduit ce risque dans pas mal de pays. Mhm. Mais ça reste un risque pour la transplantation d'organes. Si on reçoit un cœur, un rein ou un foie d'un donneur qui était infecté sans le savoir, on peut attraper la maladie. C'est toujours la forme qui circule dans le sang, le trypomastygote, qui est en cause ici. Toute cette diversité de transmission, ça souligne l'importance de détecter la maladie le plus tôt possible, j'imagine. Absolument, c'est capital. Si l'infection est détectée tôt, dans sa phase aiguë, juste après la contamination, il existe des traitements qui peuvent guérir la maladie. Et sinon, si on ne la traite pas? Sinon, la maladie passe en phase chronique. Et là, elle peut rester silencieuse pendant des années, parfois 10, 20, 30 ans. 30 ans? Oui. Et pendant ce temps, le parasite peut lentement causer des dégâts, principalement au niveau du cœur, qui peut grossir, s'affaiblir, c'est la cardiomyopathie chagastique, ou au niveau du tube digestif, comme l'œsophage ou le côlon, qui peuvent se dilater énormément. Ça doit être terrible. Ces complications chroniques sont souvent graves, invalidantes, et elles peuvent réduire l'espérance de vie. D'où l'importance vraiment du diagnostic précoce. Et cette diversité des modes de transmission, ça rend l'élimination de la maladie très, très compliquée. Bon, alors, si on essaye de récapituler, on a ce parasite, Trypanosoma cruzi, un vrai transformiste. Il est transmis classiquement par les déjections d'une punaise après qu'elle nous ait piqué. Mais attention, il y a plein d'autres voies. La transmission mère-enfant, la voie orale via des aliments contaminés, et puis le sang ou les organes transplantés. C'est bien résumé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en guérir si on s'y prend tôt. La mauvaise, c'est que si on rate le coche, la phase chronique peut être longue, silencieuse et finalement très dangereuse pour le cœur et le système digestif. Exactement. La diminution globale de la prévalence, c'est encourageant, ça montre que la lutte contre les insectes vecteurs a payé, au moins en partie. Mais les dizaines de milliers de nouveaux cas qui apparaissent encore chaque année, et surtout l'importance croissante des transmissions non vectorielles, comme la voie mère-enfant ou la voie orale, nous montrent que le combat est loin d'être terminé. Ça pose une question vraiment cruciale pour l'avenir. Laquelle? Comment on adapte nos stratégies? Il ne suffit plus de juste contrôler les punaises là où elles vivent traditionnellement. Comment on fait pour dépister et prendre en charge la maladie partout où elle se trouve maintenant, y compris dans les grandes villes, y compris dans les pays non endémiques? Et comment on bloque toutes ces voies de transmission? C'est ça le défi actuel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qu'on a sur la maladie de Chagas. L'objectif, c'est de comprendre un peu les mécanismes de ce parasite, le Trypanosoma cruzi, comment il fonctionne, comment il se propage. On va voir qu'il y a une histoire d'insectes, de déjection. C'est assez particulier. Oui, bonjour. Effectivement, c'est un cycle de vie assez fascinant qui implique deux types d'hôtes. D'un côté, l'insecte vecteur, la réduve, et de l'autre, l'hôte mammifère comme nous. Et chaque étape est vraiment essentielle à sa survie. Alors, commençons par l'insecte, si vous voulez bien. D'après ce qu'on lit, tout part d'une réduve qui pique un hôte déjà infecté. Elle aspire le sang, et avec le sang, les parasites sous forme de trypomastygote, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et une fois dans l'intestin de l'insecte, le parasite, il ne reste pas les bras croisés, si j'ose dire. Il commence tout un cycle de transformation. Les documents parlent des stades épimastygote, promastygote. En fait, il s'adapte à cet environnement très spécifique de l'intestin de l'insecte et là, il se multiplie. Multiplication asexuée. Ah oui, donc déjà plusieurs transformations jouent dans l'insecte. C'est pas simple comme stratégie. Non, c'est une adaptation vraiment cruciale pour lui. Et après cette phase de multiplication, hop, nouvelle transformation. Il redevient une forme qui, elle, est prête à infecter un mammifère.
c'est le trypomastigote métacyclique. Et cette forme-là va se retrouver dans les déjections de l'insecte. D'accord. Et c'est là que ça devient un peu spécial pour la transmission, non? Ce n'est pas la piqûre en elle-même qui transmet le parasite. Exactement, c'est un point vraiment clé et les sources insistent dessus. Quand l'insecte pique à nouveau pour se nourrir, souvent il dépose en même temps ses déjections sur la peau. Et c'est par là que ça rentre. Pas par la trompe, mais par la petite plaie de la piqûre ou même les lésions qu'on se fait en se grattant parce que ça démange. D'accord, c'est plus subtil qu'une injection directe, quoi. Bon, et une fois qu'il est sous la peau, ce trypomastigote métacyclique, il fait quoi? Mais il ne perd pas de temps. Sa tactique, c'est de vite trouver refuge dans les cellules de l'hôte. Les sources mentionnent les macrophages, qui sont des cellules du système immunitaire un peu en première ligne. Mais pas seulement, d'autres cellules du système réticulo-endothélial aussi. Et puis, ça va plus loin, foie, rate, ganglions, muscles. Et surtout, les cellules du cœur, le myocarde et même le système nerveux. Ils se cachent dans nos propres cellules, en fait. Et une fois dedans, Une fois à l'abri, il se transforme encore, il devient ce qu'on appelle un amastigote, et là, c'est sa forme de multiplication chez nous, les mammifères. Il se divise, se divise, se divise. Par scissiparité, c'est une simple division binaire. Il remplit la cellule de nouveaux parasites. la cellule devient une sorte d'incubateur forcé, quoi. Et ça prend combien de temps, ce cycle dans la cellule? Les infos qu'on a parlent d'environ 4 jours pour ce cycle intracellulaire, jusqu'à ce que la cellule soit pleine à craquer. À ce moment-là, les amastigotes se retransforment en trypomastigotes, la forme mobile. La cellule finit par éclater et ça libère tous ces nouveaux trypomastigotes dans le sang, dans les tissus, et ils sont prêts à aller infecter d'autres cellules. Le cycle recommence. Et j'imagine que c'est cette capacité à se cacher, puis ressortir, réinfecter, qui explique pourquoi la maladie peut devenir chronique et toucher des organes comme le cœur, le système digestif, des années après, comme on le voit dans certains cas décrits. C'est exactement ça. Cette phase à l'intérieur des cellules, c'est vraiment la clé pour comprendre comment le parasite persiste, comment il échappe au système immunitaire pendant longtemps et comment il cause ses dégâts à long terme. C'est une stratégie d'évasion très très efficace. Et on n'est pas les seuls concernés, hein, si j'ai bien lu. Il y a beaucoup d'autres animaux qui peuvent porter le parasite. Oui, en même que le milchi, il y a le porc et les suiens, les léchus et même les onces, les sues, ainsi que les luntésies, le colitasi et le calciagi, le grotiagi. Oui, et ça, c'est un autre problème majeur qui est souligné. Le réservoir animal est immense. Chez les animaux domestiques, on a les chiens, les chats, bien sûr, mais aussi les porcs, les chèvres, même les ânes. Et puis la faune sauvage. Alors là, tatous, opossums, paresseux, plein de rongeurs, des chauves-souris, certains primates. Cette énorme diversité d'hôtes, ça aide le parasite à se maintenir dans l'environnement. Et ça rend le contrôle, voire l'éradication, très très compliqué. Bon, alors, si on essaie de récapituler, on a un parasite qui change de forme sans arrêt, pour passer de l'insecte à nous. Une transmission un peu particulière par les déjections, pas la piqûre. Une capacité à vivre cachée dans nos cellules pour se multiplier. Et en plus, un énorme réservoir d'animaux qui maintiennent le cycle. C'est un sacré tableau. Oui, c'est un tableau complexe. Chaque étape est cruciale. La transformation chez la réduve, le passage par les fesses, l'invasion des cellules, la multiplication intracellulaire et ce réservoir animal. Comprendre tout ça, c'est fondamental pour saisir pourquoi c'est si difficile de lutter contre cette maladie. Ça donne à réfléchir sur la capacité d'adaptation de ce parasite quand même. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une ouverture. Face à un cycle aussi bien huilé, aussi résilient, qui exploite tant d'hôtes différents et nos propres cellules, quelle stratégie vraiment nouvelle, peut-être auquel on n'a pas encore pensé, pourrait-on imaginer pour essayer de casser cette chaîne? Voilà, une piste de réflexion pour aller plus loin. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet médical assez pointu, la maladie de Chagas. On s'appuie sur un document, maladie de Chagas, clinique, diagnostic et traitement. L'idée, c'est vraiment d'en extraire l'essentiel, de comprendre comment fonctionne cette maladie, qui est assez complexe finalement. On va regarder un peu les différentes phases, depuis l'infection, qui peut être très discrète au début, jusqu'aux complications, parfois graves, qui arrivent bien plus tard. Bon, allez, on décortique ça. On commence par le commencement, donc.
la phase aiguë, c'est juste après l'infection, après une incubation de 1 ou 2 semaines, parfois plus, si ça vient d'une greffe, par exemple. Et cette phase, soit on ne la remarque même pas, soit on a juste un peu de fièvre, de la fatigue, un truc assez général, quoi. Mais il peut y avoir des signes plus parlants, non? Je pense aux signes de Romagna, cet œdème à l'œil. Ce n'est pas systématique. Et puis, il y a un point intéressant. Si on attrape la maladie en mangeant des aliments contaminés, par voie orale donc, Oui. là, la phase aiguë est souvent beaucoup plus sévère. On peut avoir des atteintes cardiaques ou neurologiques d'emblée. Ah d'accord, donc la porte d'entrée change vraiment la donne au début. C'est ça. Et pendant cette phase aiguë, le parasite, le trypanosome, il est présent dans le sang. On peut le voir en microscope, c'est la parasitémie positive. Le souci, c'est que comme souvent il y a peu ou pas de symptômes, le diagnostic à ce moment-là, il est difficile. On passe souvent à côté. Et après cette phase aiguë, qui dure quelques mois, si j'ai bien compris. Oui, en général, les signes disparaissent et la quantité de parasites dans le sang devient très faible. Et là, on entre dans quoi? Une sorte de silence radio? Exactement. C'est la phase indéterminée. Ça peut durer des années, voire des dizaines d'années. La personne, elle parasite en elle, mais elle se sent parfaitement bien. Zéro symptôme. C'est fou, ça. Et beaucoup de gens sont diagnostiqués comment, alors? Par hasard? Souvent, oui. À l'occasion d'un don de sang, par exemple, où on fait des tests systématiques maintenant dans beaucoup d'endroits, ou alors malheureusement quand la maladie devient chronique. Et c'est là que ça se complique sérieusement. Voilà, c'est le vrai danger de Chagas. Environ 30 à 40% des personnes infectées, après des années de silence, vont développer la phase chronique. Et là, l'atteinte principale, la plus fréquente et la plus grave, c'est le cœur. La cardiomyopathie chagastique. Ça veut dire quoi exactement, cardiomyopathie C'est le muscle du cœur qui C'est le muscle cardiaque lui-même qui est endommagé, qui s'affaiblit. Ça peut mener à une insuffisance cardiaque, des troubles du rythme, et parfois, malheureusement, à une mort subite. D'accord. C'est vraiment l'atteinte majeure. Mais il n'y a pas que le cœur, si. Le document parle aussi du système digestif. Tout à fait. C'est l'autre complication classique, le syndrome méga-organe. Méga-organe. Oui, ça veut dire que l'œsophage ou le côlon ou les deux se dilatent énormément, ils deviennent très gros et ne fonctionnent plus correctement. Ah oui, d'accord. Donc, pour l'œsophage, j'imagine, difficulté à avaler. Exactement. Difficulté à avaler, des douleurs, des régurgitations. Pour le côlon, c'est une constipation très très sévère, avec un risque d'occlusion intestinale. Et il peut aussi avoir des atteintes des nerfs, une neuropathie. Oui, une neuropathie périphérique peut aussi survenir. C'est moins fréquent, mais ça existe. Et il y a aussi cette histoire de réactivation, non? Si le système immunitaire flanche. C'est exact. Si une personne infectée devient immunodéprimée à cause du VIH ou d'un traitement pour une greffe, par exemple, la maladie peut se réveiller. Le parasite se remet à se multiplier activement, un peu comme une nouvelle phase aiguë, mais souvent en plus grave. Ça montre bien que le parasite reste là, tapi dans l'organisme pendant des décennies. Impressionnant cette persistance, mais alors comment on fait le diagnostic si, pendant des années, la personne n'a rien et que le parasite est quasi indétectable dans le sang? Alors, en phase aiguë ou de réactivation, on peut chercher le parasite directement, oui, dans le sang, au microscope ou sur une biopsie. Il y avait même une vieille méthode, le zénodiagnostic. Le zéno de quoi? Zénodiagnostic. On laissait des punaises saines, élevées en labo, piquer le patient. Puis on regardait si les punaises s'infectaient. C'est assez particulier, mais ça a été utilisé. Ah ouais, original. Mais aujourd'hui, on fait comment en phase chronique ou indéterminée? Aujourd'hui, et surtout dans ces phases chroniques ou indéterminées, où le parasite est rare dans le sang, on passe par le diagnostic indirect. C'est la sérologie. La sérologie, c'est la prise de sang classique pour chercher les anticorps, c'est ça? Exactement. On ne cherche pas le parasite lui-même, mais la réaction du corps contre lui, les anticorps spécifiques anti-trypanosome acruzi. On utilise des techniques comme l'ELISA ou l'immunofluorescence qui sont assez courantes en labo. D'accord. Et une fois qu'on sait que la personne est infectée, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un traitement? Oui, il y a 2 médicaments principaux, le besnidazole et le nifertimox. Le traitement dure 1 ou 2 mois. L'objectif est d'essayer de tuer le parasite. Et ça marche bien? C'est plus efficace si on traite tôt, pendant la phase aiguë ou chez les enfants. En phase chronique, l'efficacité pour éliminer complètement le parasite est plus débattue, mais ça peut ralentir l'évolution de la maladie, notamment cardiaque. Et puis, bien sûr, il faut traiter les complications, les problèmes cardiaques, les problèmes digestifs. Parfois, ça demande des médicaments spécifiques pour le cœur, voire de la chirurgie pour les méga-organes. C'est un parcours du combattant quand même. Oui,
Et malgré tous les efforts, le dépistage du sang, la lutte contre les insectes vecteurs dans les maisons, ça reste un problème de santé publique important, surtout en Amérique latine, mais aussi ailleurs avec les migrations. Le fait que la phase aiguë soit souvent silencieuse et que l'accès aux soins soit compliqué dans certaines zones rurales, ça n'aide pas à contrôler la maladie. Donc, si on résume un peu tout ça, la maladie de Chagas, c'est une infection par un parasite, transmise par une punaise le plus souvent. Ça commence souvent sans faire de bruit. C'est ça, une longue phase silencieuse. Mais des années, voire des décennies plus tard, ça peut provoquer des dégâts vraiment sérieux, surtout au niveau du cœur et du système digestif. Exactement. Et le gros défi, ça reste de repérer les gens infectés tôt, pendant cette phase silencieuse, et de pouvoir leur proposer un traitement, ce qui est compliqué par cette longue latence et parfois l'accès aux soins. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être pour finir. En sachant qu'il y a cette très longue phase où les gens ne savent pas qu'ils sont malades et que l'accès aux soins est très lié aux conditions socio-économiques, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Comment les stratégies de santé publique pourraient mieux cibler ces porteurs qui n'ont pas de symptômes, pour éviter qu'ils n'arrivent au stade des complications graves? Comment briser cette chaîne de transmission, surtout dans les régions isolées où la maladie pèse le plus? C'est une vraie interrogation.